Alors, oui. Ça, j'ai fait voir Jean Mialet. Alors, Jean Mialet, donc j'étais en rapport pas mal avec lui. Oui. En 1941, on a dit on va essayer de passer par l'Espagne. Oui. Et il m'a dit, j'ai un tuyau et je vais me rencontrer quelqu'un à Toulouse. À Toulouse, il n'a trouvé personne. Ah, il dit, je vais partir. Et il s'est fait prendre par les Allemands à la frontière. Et vous l'avez retrouvé pendant les événements ou après la guerre? Après la guerre, Après la oui. guerre. Ah oui, oui, oui. Oui. Après la guerre, on s'est vu souvent. Voilà, quand j'étais militaire en 40, Oui. et voilà quand j'étais au maquis. Bien, Monsieur Gambade, d'abord je vous remercie de nous accueillir. J'ai une première question à vous poser concernant votre activité de membre de la résistance. Ah, euh, euh, avant la guerre, avant la déclaration de guerre en 1939, j'aurais souhaité que vous me parliez de votre enfance, de vos parents, de votre mère, de votre père, et de quel village, d'où vous étiez natif. Je suis né en 1920, le 31 mars 1920, donc j'ai 95 ans. Je suis né à Aurillac. Mon grand-père était boulanger dans la rue d'Orenc à Aurillac. Mes parents se sont mariés à Aurillac. Ma mère s'appelait Juliette Cré et mon père Raymond Gambade. Mon grand-père paternel était né à Aires-sur-la-Dour. À 15 ans, il a fait les compagnons du devoir. Il est arrivé par la suite à Paris. Il a travaillé à la Tour Eiffel en 1888-89. Ensuite, il est redescendu faire des réparations au viaduc de Garabi et s'est retrouvé à Saint-Céré. Il a été embauché chez Saint-Chamond-Roux, qui était des charpentiers métalliques. Voilà. Il s'est marié avec ma grand-mère paternelle. Et mon père est né en 1890. Raymond Gambade. Par la suite, mon père a monté un garage automobile de réparation et en 1927, une entreprise de transport. Il s'est aperçu que les viandes abattues pas les abattoirs, à ce moment-là, c'était des granges, partaient sur Paris dans des paniers en osier. Et il a eu l'idée d'équiper des camions pour faire le voyage sur Paris, les halles centrales. Ça a duré 2 ou 3 ans, mais à ce moment-là, le matériel était tellement difficile qu'il a pris des accords avec la SNCF et la STEF, Société de transport frigorifique, et il a fait des ramassages dans toute la région, Grand-Mal, Bastille, Payrac, Bérac, enfin toute la région. Et les viandes étaient chargées à Saint-Denis près Martel. La société s'est amplifiée et on faisait du ramassage par la suite sur la Dordogne, le Cantal
Et tout était regroupé sur Saint-Denis, près Martel. Et ensuite, il a eu une succursale à Brive, où il travaillait sur toute la Corrèze, en ramassage, expédition sur Paris, et des fois des wagons de viande sur la Méditerranée, Marseille et Nice. Et votre père, si je peux me permettre, est-ce qu'il a connu ou est-ce qu'il a été mobilisé pendant la Grande Guerre? Mon père a été mobilisé pendant la Grande Guerre. Il était dans l'aviation. Et comme il était outilleur-tourneur, il a été affecté dans une usine d'armement tout le reste de la guerre. Par contre, j'ai eu un oncle tué en 1915 et un autre gravement blessé en 1916. C'est pour cette raison que, en entendant discuter mon oncle avec des camarades, j'ai pris connaissance de la guerre 14-18. Est-ce qu'on peut considérer que est-ce que vous avez eu une jeunesse heureuse? J'ai eu une jeunesse très heureuse. J'ai quitté l'école à 15 ans, entre 15 et 16 ans, parce que j'avais envie de travailler et surtout de faire du sport. Je jouais au rugby et je faisais des courses cyclistes. En 1937, j'ai passé mon brevet de pilote. Le terrain d'aviation, enfin le terrain c'était un pré à Pazaillac, sur la route de Bordeaux, à une quinzaine de kilomètres après Brive. J'allais là-bas en vélo, 70 kilomètres et 70 kilomètres pour revenir. J'ai eu mon brevet de pilote à 17 ans. Ensuite, j'ai fait la préparation militaire à Cahors. 2 jours à Cahors. J'ai été reçu 4e, mais j'ai été féru d'aviation. Je lisais le Petit Prince, Vol de nuit, et en 1930, fin 1939, après la déclaration de guerre, j'ai demandé à rentrer à l'école de mécanicien de Rochefort. En début février 1940, j'ai été appelé à Rennes. On nous a envoyé de suite à Dinard. On a fait les classes militaires, caporal et ensuite sergent. L'Allemagne a attaqué la France le 10 mai 1940. Le 10 juin, ils étaient à Paris. On entendait de Dinard, on entendait les Anglais qui rembarquaient à Saint-Malo. Avec 2 ou 3 camarades, on allait voir ce qui se passait. J'ai demandé à un officier britannique qui parlait français s'il pouvait me prendre. J'ai mis les pieds sur l'échelle pour monter dans le bateau et un adjudant m'a attrapé par la veste en me disant « Si tu pars, tu vas être déclaré déserteur ». Alors on est rentré à Dinard. Dinard, on nous a envoyé à Rennes pour faire la défense du terrain d'aviation parce qu'il y avait eu des parachutistes allemands dans la région qui avaient été parachutés. Le soir du 16 juin 1940, on nous a réveillés à minuit en nous disant « Vous partez, vous laissez les armes et bagages et vous partez à pied en direction de Vannes pour embarquer pour l'Angleterre. » On est parti à pied. À la sortie d'Odon, on s'est fait prendre, prisonniers. Il y avait des motocyclistes, des sidecars, 5 ou 6 sidecars,
qui nous a fait prisonniers. Et sitôt la nuit arrivée, je me suis évadé. J'ai rejoint la côte atlantique pour essayer de trouver un moyen pour partir en Angleterre, mais peut-être on allait trop vite. Il aurait fallu prendre patience et puis, bon, descendu jusqu'à Rochefort. Un marin nous a indiqué un autobus anglais qui était resté là, mais il était saboté. Étant mécanicien, j'ai réussi à me remettre tout l'allumage en place, magnéto, fil des bougies, les bougies, et après 3 ou 4 heures, on a mis le camion en route et on est descendu jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, ne pouvant pas embarquer par bateau. On a dit on va essayer de passer par l'Espagne. Ah, on était 2. À la frontière espagnole, on n'a pas pu passer. J'ai dit on va rentrer. Alors on a fait demi-tour. J'ai voulu éviter de traverser Toulouse. Je me suis fait arrêter à Pensaguel. À Pensaguel, on nous a envoyé à Francazal, la caserne des aviateurs. Et ensuite, on est parti sur Tarbes. De Tarbes, on est parti sur Clermont-Ferrand, où on est resté 1 mois. Et j'ai été démobilisé à Aulnat le 24 octobre 1940. Je suis rentré à Saint-Céré. Bon, et là, j'ai essayé de contacter des camarades, dont Jean Mialet. Jean Mialet était élève officier à Saint-Cyr. Il habitait à Brive. Son père était colonel au 126 à Brive, mais il était prisonnier. Et Jean Mialet était déjà, c'était en 1941, Jean Mialet était déjà en contact avec le réseau de Edmond Michelet à Brive. Et j'ai eu à ce moment-là des contacts de résistance. Mais à ce moment-là, il ne se passait pas grand-chose. Des distributions de journaux clandestins où on faisait des croix de Lorraine sur des maisons de collaborateurs. En 1942, le 11 novembre, interdit de manifester au monument aux morts. J'ai réuni 4 ou 5 camarades. J'ai été chercher une gerbe chez le fleuriste, en bas de la rue de la République, rue du Maréchal Pétain à ce moment-là. Et on s'est rendu devant le monument aux morts, dépôt de gerbes, minute de silence. Seulement, une personne était sur la place à côté, nous regardait, et le lendemain matin, les gendarmes sont venus nous appeler à la gendarmerie. On nous demanda pour quelle nation étrangère travaillez-vous? J'ai répondu, tous les ans, je rends hommage à mes parents morts à la guerre de 14 et je continuerai. Au mois de décembre, je suis appelé pour la relève. La relève, vous savez, c'était 3 travailleurs français et un agriculteur rentré en France. Bon. Comme mon père travaillait pour le ravitaillement, il a demandé un sursis d'1 mois, et 1 mois après, de nouveau, j'étais appelé pour la relève. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir dans les bois. Alors, mon oncle m'a
amené dans une ferme qu'il connaissait, qui était ami les parents. Et quand je me suis trouvé à la porte à 6 heures du matin, c'était une femme, Madame Louise Chabanne, qui a reçu. Je me demandais qui c'est qui avait le plus peur, ou elle ou moi. Finalement, on m'a installé dans une maison à peu près 300 mètres du bourg. Il n'y avait ni porte ni fenêtre, mais il y avait de la paille, c'était paille, du foin. Elle m'a donné des couvertures et je suis resté une semaine par là, ou peut-être plus. Le fils venait me ravitailler. Quand j'entendais les chiens aboyer, je partais dans les bois. Au mois de février, fin février, il s'est mis à neiger, il faisait très froid. Et on m'a demandé, ils m'ont amené dans la grange, au-dessus du bétail, c'était plus chaud. Le 1er mars, mon camarade, Henri Montpessin, qui s'était évadé d'Hambourg, il avait mis un mois pour entrer en France, est venu me trouver en me disant « On fait le premier maquis ». Alors avec des gens de Sousserac, Sainte-Marie, qui était mécanicien à Sousserac, Miloumas, qui était ancien militaire, on a trouvé une maison aux Luzettes. C'était une vieille grange presque toute démolie. Il a fallu un petit peu arranger. Bon. Au deuxième contingent du STO, au mois d'avril, il y a 3 ou 4 jeunes qui sont arrivés. Il y en avait de Bretonnous, je crois, 2 de Bretonnous. Et petit à petit, le maquis s'est amplifié. Finalement, on était une vingtaine au mois de juin, juillet. Et on a fait d'autres maquis au Cassan, c'est à côté du moulin de Cousy, sur la route de La Touille à Gorse. Et puis plus tard, un autre un petit peu plus bas, sur la route de, pareil, de Gorse. Moi, je suis redescendu à Herbouze, parce que les jeunes qui arrivaient, il fallait faire quand même un tri, et puis savoir ce qu'ils pensaient exactement. Alors j'étais à Herbouze, et la nuit, je les menais aux Luzettes, et on faisait le tri aussi. Des fois, on les envoyait au Cassan. Bon. Mais il a fallu s'habiller. On a fait des coups de main dans les chantiers de jeunesse. Les chantiers de jeunesse, c'est ce qui remplaçait l'armée, puisque l'armée avait été dissoute. Ils travaillaient comme forestiers à Morse, à Bagnac. Alors on prenait des chaussures, des blousons, des couvertures pour équiper des maquis. Et des fois, des coups de main chez des collaborateurs ou marchands de marché noir. Les plus courageux allaient travailler dans les fermes parce que la main-d'œuvre était déficiente. Il y a eu, je crois, plus de 800 000 agriculteurs qui ont été faits prisonniers. Alors, on les aidait à faire les moissons. C'était à ce moment-là, c'était du blé noir, hein, du seigle, du blé noir. Et puis ensuite, arracher les pommes de terre. Ils étaient nourris et ils ramenaient
du jambon, du lard aux copains. Seulement, au mois de novembre, comme on était à 800 mètres d'altitude au Liezette, il faisait froid, très froid, c'était humide, il y a eu une épidémie de grippe. Certains ont été soignés chez des paysans, d'autres à l'hôpital de Saint-Céré. Et moi, je suis descendu me faire soigner chez mes parents. Et la résistance à Saint-Céré, qui s'était constituée, ils étaient 7 ou 8 ou 9, m'ont dit « tu restes là parce qu'on a besoin de toi ». J'aimerais simplement savoir, à un moment donné, quand vous avez essayé de rejoindre l'Angleterre, vous n'avez pas pu rejoindre l'Angleterre, vous êtes revenu au pays, et que vous avez été contacté donc, par des gens du pays pour travailler ici, hein, pour Oui. résister. Je n'ai pas été contacté par des gens du pays. D'ici, il n'y avait rien. C'est parce que je me suis mis en rapport avec Jean Mialet que j'ai commencé la résistance. Alors, pourquoi vous avez contacté Jean Mialet? Pourquoi j'ai contacté? Oui. Jean Mialet, c'était un camarade, mais parent de parents. Hein. Il était cousin d'un de mes cousins. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, pourquoi je me fais en fait l'avocat du diable? Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans la résistance à ce moment-là? Quelles étaient les valeurs auxquelles vous adhériez? Mais les valeurs, parce que j'avais commencé à faire la guerre en 40. Hein. Alors, l'occupation, il fallait réussir, il fallait faire quelque chose. Il fallait essayer de se débarrasser des Allemands. Hein. Et puis j'étais patriote. Hein. J'étais patriote, j'avais fait la préparation militaire, hein. J'avais même été scout avant, toutes ces choses-là. Et puis, avoir entendu parler de la guerre de 14 par mes oncles qui parlaient avec leurs copains, tout ça, ça m'avait forgé l'idée. Et puis autre chose, j'avais lu Mein Kampf. Mein Kampf, c'était le livre écrit par Hitler, qui revendiquait l'Alsace et la Lorraine et qui voulait... voilà. Par rapport au combat que vous avez mené, est-ce que vous pouvez définir les différentes valeurs qui étaient les vôtres? C'était d'abord une valeur patriotique. Hein. On avait le sens de la nation. Mais le maréchal Pétain, oui. Il se disait patriote. Le maréchal Pétain, oui, mais il avait dit, non, Laval avait dit, je souhaite la victoire de l'Allemagne. Hein. Et puis j'avais eu ce contact aussi avec les Anglais, à avoir envie de partir en Angleterre pour continuer la lutte. Hein. Toutes ces choses-là, on les ressentait. Vous souhaitiez rester libre? Oui, on voulait rester libre, défendre la République. Hein. Et par votre contribution à que la France conserve sa souveraineté. Sa souveraineté. Pétain, quand même, avait détruit la République. Il avait limogé tous les maires, et au lieu de les avoir élus, il les avait remplacés comme ça. Il avait pris des gens de son parti. Hein. Alors, c'était plus la République. Comme je vous ai dit, quand je suis remonté avec la gerbe pour aller au monument aux morts, l'avenue de la République, c'était l'avenue du maréchal Pétain. Bon, j'étais plus à l'école, mais les enfants défilaient en chantant « Maréchal, nous voilà ». C'était presque la dictature. Hein. Alors, ce n'était pas un démocrate. C'était pas la démocratie. Dans la nuit du 29 au 30 novembre 1943, on a eu le premier parachutage. Et avec un camion de mes parents, de mon père,
j'ai été chercher les conteneurs. Il y avait 17 conteneurs qu'on a entreposés dans une grange en dehors de Saint-Céré. Le 7 janvier 1943, il y a eu le parachutage d'Hiller et de Wattenet, Michel. Et ensuite, le parachutage de Richard Pender, Colline, les deux frères Meyer, le 8 mars 1944, à côté de Loubrissac. Puis, à la suite de tous les parachutages, comme je vous ai dit, on a fait les distributions d'armes et explosifs sur tous les maquis de la région. J'allais récupérer des Anglais qui avaient été parachutés du côté de Livernon pour les amener au train à Saint-Denis-près-Martel. Et au passage, je leur ai donné deux valises de post-émetteurs que j'avais la garde dans une vieille maison de Saint-Céré. Ils ont été accompagnés par un de mes camarades, Fréjac. À l'arrivée à Limoges, les Allemands étaient sur les quais, ils sont descendus à Contrevoie. Finalement, ça s'est bien placé. Au mois de janvier 1944, il y a eu le sabotage des usines à Figeac-Ratier. C'était un groupe de Saint-Céré, Timo, un jeune Alsacien qui avait 16 ans, Cornelius, qui se faisait appeler. Son vrai nom, c'était Ulrich Saint-Chamand, Dédé Saint-Chamand, et puis un autre. Moi, je devais y aller, mais j'étais parti à Bretenoux voir Fréjac, qui était chef de la résistance à Bretenoux. Et je suis arrivé trop tard. Et ensuite, on a commencé à faire des sabotages sur les lignes de chemin de fer dans la région de Souillac. Et au mois de janvier, les Allemands étaient à Soucérac, commençaient à chercher les maquis. Le maquis qui était à Herbouze est parti à Camps, en Corrèze. Il y avait juste la vallée de la Serre à traverser. Et de l'autre côté, c'était un maquis AS, armée secrète. Et ils sont restés là. Moi, j'étais toujours au Corps-Franc à Saint-Céré. Un jour, à Loubrissac, on a attendu un parachutage toute la nuit. On a entendu un bruit d'avion au loin, mais l'avion ne nous a pas rendu visite. Le lendemain, on nous a demandé d'aller chercher ce parachutage à Espédaillac. On avait un camion qui avait été pris par un collaborateur venu de Paris, qui était à Alvignac. On avait pris ce camion, un camion Chevrolet au gazogène, qu'on entreposait à la Levade, c'est à côté de pas loin de Saint-Céré. En descendant la route de la Croix-Blanche, on a rencontré une colonne d'une dizaine de camions allemands. Finalement, on est passé comme il faut. On va chercher ce parachutage à Espédaillac. Au retour, dans la côte de Gramat, on tombe en panne. Le camion ne pouvait plus avancer, le gazogène, il fallait le nettoyer et le refaire. Et j'ai dit à mon camarade qui était d'aller chercher un peu d'essence chez l'Arnaudie Soladier. Vous devez connaître. Et on a débranché le gazogène et
sur l'aile du camion, il a vidé l'essence dans le carburateur, comme ça. C'était risqué. On était resté quand même 1 heure et demie dans la côte de Gramma, avec les conteneurs qui n'étaient pas couverts, et rien. Finalement, on a pu sortir de Gramma. Il a fallu réparer le gazogène, refaire le foyer et tout. Et à 5 heures du soir, on a pu entreposer les conteneurs du côté de pas loin d'Alvignac. Est-ce que vous pourriez nous décrire comment se passait un parachutage? Quelle était de façon détaillée votre mission Voilà. entre la réception du message et après pour aller collecter les conteneurs? Alors, pour organiser un parachutage, il fallait d'abord trouver un terrain. C'était la résistance qui déterminait le terrain, qui le soumettait aux Anglais. Les Anglais prenaient contact avec Londres, déterminaient le message personnel. Les parachutages se faisaient toujours par pleine lune, parce que les avions volaient sans éclairage, sans radio, pour ne pas être repérés. Ils partaient du sud de Londres, traversaient la Bretagne, suivaient la côte atlantique, passaient 3 fleuves ou 3 rivières. Quand ils arrivaient à la Dordogne, ils viraient sur la gauche et ils avaient, avec la carte Michelin, les points d'atterrissage. L'équipe de résistants qui était au sol, sitôt quand on entendait l'avion, on allumait 3 feux en triangle pour indiquer la direction du vent. On s'était muni de 3 phares d'automobile équipés avec des batteries. C'était plus facile que d'allumer des feux. Quand l'avion arrivait, il faisait un tour du terrain, l'endroit de parachutage. C'était pas un terrain, c'était une surface limitée. Peut-être qu'elle faisait 2 ou 3 000 mètres carrés, c'est tout. Et au sol, un maquisard ou un résistant était désigné pour faire une lettre de code avec une lampe torche. Hein? C'était A ou B, ou c'était une lettre. À ce moment-là, l'avion refaisait un tour, repassait sur le terrain, les trappes s'ouvraient, on voyait la lumière, et l'avion était à peu près à 300 mètres, et ouvrait les trappes, et si c'était des hommes, ils étaient parachutés. Si c'était des conteneurs, on ramassait les conteneurs. Un jour, on a eu un parachutage qui venait d'Alger, parce que Alger, il y avait l'organisation, le COPA, Centre opérationnel de parachutage et d'atterrissage. Bon, ce parachutage, les conteneurs étaient en carton ou en contreplaqué. En descendant, ils se sont ouverts. Les armes étaient éparpillées partout. Les grenades tombaient, les fusils tombaient, se tordaient, les mitraillettes aussi. Les parachutes couvraient les arbres parce qu'ils n'avaient pas parachuté au bon endroit, ils avaient parachuté à 300 mètres plus loin. Et à ce moment-là, l'avion allemand, le Mouchard, qui passait tous les jours dans le secteur pour tout surveiller, est passé au-dessus. On s'est dépêché de tout ramasser, tout plier. À 5 heures du matin, on a pu partir. Mais on a entreposé le matériel, mais avec quand même
un certain, une peur, parce que le mouchard pouvait avertir les Allemands qui étaient à Cahors ou dans le coin, et surtout à ce moment-là, au mois de mai déjà, avril-mai, la division d'Astreich faisait déjà des représailles dans tout le secteur. Les représailles des Allemands à Saint-Céré, ça a été le 11 mai 1944. Alors, le 11 mai 1944, ou le 10 mai 1944, avec un camarade, j'étais parti porter des explosifs à Gigouzac, au commandant Delmas. Les Allemands y étaient toute la journée. Sur la route, on avait trouvé un barrage d'arbres qu'il a fallu enlever pour pouvoir passer. Quand on est arrivé chez le commandant Delmas, il nous a dit « Vous êtes fous, les Allemands étaient là toute la journée ». On a posé les caisses d'explosifs et puis on est parti par une autre route. Au lieu de repartir au maquis, j'ai été couché chez mes parents. Le matin à 5h30, ma mère vient nous réveiller avec mon frère à côté en disant les Allemands descendent sur la route parce qu'on habitait sur avenue Victor Hugo sur la route d'Eynac. Hein. Et bon, on est parti, on s'est fait, enfin, déjà les Allemands avaient cerné Saint-Céré. Quand on est arrivé à un endroit, on a vu un Allemand, on a attendu qu'il se tourne pour pouvoir se glisser dans un ruisseau et partir entre les branches dans l'eau, dans le ruisseau. Et puis on est parti en dehors. Et les Allemands étaient déjà sur Saint-Laurent, avec les lunettes, ils voyaient tout ce qui se passait, et ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Finalement, on a pu partir, et comme on était curieux, on a abouti au bout de la côte d'Eynac, avec mon frère, toujours. Et à un moment donné, on entend une voiture qui descendait. On leur fait signe d'arrêter. On l'a su après. C'était le colonel Georges, avec le chauffeur Nanou, s'appelait, et puis un autre, je crois que c'était Gaston. Ils sont tombés sur un barrage à l'entrée de Saint-Céré. Le chauffeur a été tué. Le colonel Georges et puis son compagnon ont pu s'échapper. Et au bout d'un moment, on entend une voiture qui remontait. À la sortie du virage, on s'était aperçu que c'était un camion d'Allemands. On était au bord de la route. Les Allemands se sont mis à crier « Maquis, Maquis !» On a sauté dans le contrebas. Et au lieu de descendre en bas, j'ai tiré mon frère. On est parti sur le bord du fossé et on est remonté au-dessus de la route. Et les Allemands nous ont cherchés là pendant toute la matinée. Bon. Vous leur avez échappé, finalement. J'ai échappé. On m'appelle, il y avait une réunion à l'hôtel, pas à l'hôtel, sous Paris. Bon. Des chefs de la résistance m'appellent pour aller à Figeac porter une lettre sans doute. Hein. J'étais en moto. Bon, ils me donnent le pli. Je le plie, je le mets dans le guidon de la moto. Je remets la poignée en caoutchouc et j'étais prêt à partir. Quand quelqu'un sort du balcon et on me fait signe de non, pas partir. Bon. Alors, il venait de recevoir un coup de téléphone qu'il y avait une division blindée qui descendait à Saint-Céré. C'était le 8 juin, oui, 8 juin 1944. Alors, au lieu de partir sur Figeac, on m'a envoyé au poste de commandement où il y avait Raymond Picard,
à la grainerie. La grainerie, c'est à côté de Port de Gagnac. Alors, je vais là-bas. Sur le pont à Bretenoux, il y avait les maquis à S qui faisaient un barrage. Et je leur ai dit, il y a une division blindée qui arrive. Bon, ils m'ont rien dit. Je t'ai prévenir Raymond Picard. Et comme il n'y avait que des mitraillettes, vous savez, ça tirait à... Pour tuer quelqu'un, il fallait être à peu près à 25 mètres, c'est tout. Hein? On ne peut pas tirer loin. Bon, je passais la nuit, là, enfin, avec Mickey Chaussade. On est parti à 11h du soir, faire sauter la grue à la gare de Saint-Denis-Pré-Martel et la plaque tournante pour éviter que les Allemands chargent les chars sur les wagons. En rentrant, on a redit au maquis de la Corrèze qui ne ferait rien là. Ah non, ils nous ont dit, c'est pas vous qui avez donné les ordres, on reste là. Finalement, les Allemands sont arrivés à 6h du matin. Il y a eu quand même une bagarre qui a duré 2 heures, mais il y a eu 20 maquinards de tués et une dizaine de Bretenoux, de gens de Bretenoux tués le 9 juin, et c'est une maison brûlée, et Grange ou maison. Moi, à 10h du matin, j'ai dit je vais aller prévenir le maquis qui était à ce moment-là au-dessus de Freysigne, à Rougier, et Port de Gagnac, je passe par Tessieux. C'était une côte avec des virages. À la sortie d'un virage, je vois une chenillette allemande. J'ai eu juste le temps de faire demi-tour et partir à travers bois pour rejoindre le maquis. Il faut dire que 2 jours avant, un train de Brive à Aurillac, où il y avait des Allemands et du ravitaillement, avait été attaqué par les maquis de la région de Bretenoux, à Port de Gagnac. Et il y avait eu un maquisard de tués, 4 Allemands de tués et 8 prisonniers allemands. Alors, les Allemands sont venus, quelqu'un certainement a dénoncé, ils se sont rendus au château de la Grainerie où il y avait le poste de commandement, mais tout le monde était parti, avait amené les prisonniers, et ils ont mis le feu au château en prenant tout le ravitaillement qu'il y avait. Il y avait pas mal de ravitaillement que les maquis avaient fait chez des collaborateurs. Il y avait du sucre, du vin, enfin pas mal de choses. Voilà. Quand il y avait des représailles, entre autres de la division d'Eichreich dans le secteur, il y a eu Gabaudet à la même période que vous citez, est-ce qu'il y avait un sentiment de culpabilité de la résistance? Ah ben non. Ah non. Il n'y avait pas de sentiment de culpabilité parce que on était des oppressés et on ne pouvait pas avoir de sentiment de culpabilité. On était coupable de rien, on se défendait. Hein? On se défendait. On faisait tout pour chasser l'envahisseur. Hein? Quel regard aviez-vous vis-à-vis de l'autre tranche de la population française qui, elle, était restée, on pourrait dire, attentiste, donc, qui était la plus grande majorité. Il fallait se méfier de tout le monde. On ne savait pas. Hein? Bon, moi je ne parlais pas du tout avec la population parce que j'étais au maquis ou j'étais en déplacement. Hein? Mais il fallait se méfier de tout le monde. Un jour, la résistance, il y avait la résistance à la poste.
C'était organisé ça par le chef de la résistance, Dufour, qui était en contact avec des postières, dont une de mes tantes. Un jour, il surveillait quelqu'un. Il voit une lettre qui partait sur Bordeaux. Alors il prend la lettre, il la dépouille. Effectivement, c'était des dénonciations. Alors quelques jours plus tard, il le surveillait. Le matin à 6 heures, il prend l'autobus. Et enfin, il a voulu prendre l'autobus pour partir à Bordeaux. Mais il y avait les résistants de Saint-Céré qui l'ont pris et puis qui l'ont exécuté. Voilà. Pendant donc vos faits d'armes, quel est pour vous quel est le souvenir qui vous a marqué le plus? Ah ben, le souvenir, c'est quand je me suis trouvé devant les Allemands quand même. Je me demandais si j'allais... Quand je me suis trouvé avec mon frère, surtout que mon frère tremblait, qu'il a fallu que je le tire pour pouvoir partir. Il faut vous dire aussi que j'ai eu le moment le plus peur, c'était pas au maquis. Parce qu'à 16 ans, j'ai sauvé une jeune fille qui allait se noyer dans la Dordogne. Je faisais du vélo. J'ai entendu tapoter dans la Dordogne et quelqu'un qui criait. Alors je me suis approché, au milieu de la Dordogne, j'ai vu quelqu'un qui se débattait. J'ai plongé, j'ai été la tirer. Mais à un moment donné, j'ai dit, je crois qu'on va y passer tous les deux. Hein? Il y avait tellement de courant que... hein? Je crois que c'est là que j'ai eu le plus peur. Autrement... Pour dire d'avoir peur, on n'a pas peur. On a un sentiment après, mais sur le coup, on n'a pas peur. Non, mais c'était plus, je crois, l'image, l'émotion la plus forte. Ouais. C'était en ce sens, si on devait, il y en a plusieurs, bien sûr, au regard de tout ce que vous avez pu évoquer, mais c'était si on devait, si vous deviez spontanément, avant de vous endormir, s'il y a une image qui reste, une émotion, c'est celle de donc, cet incident, enfin ce passage avec votre frère ou un autre événement? Je sais pas. Je sais pas. Il y en a tellement eu que je ne sais pas trier.